Alors maintenant, une conférence avec un retour d'expérience sur une problématique tout à fait intéressante de comment aller internaliser la production des contenus. Et on a deux personnes. On a d'un côté une personne de Distrisoft, distributeur d'Articulate, et de l'autre côté, une représentante de Orange, mais vous allez nous dire exactement quelle branche, parce que c'est quand même très complexe, pour que vous puissiez nous partager votre retour d'expérience. Bien entendu, à la fin, 5 minutes aussi pour que vous puissiez poser vos questions. Donc, n'hésitez pas, mettez-les de côté et on prend le temps pour finir à l'heure, mais pour répondre à vos questions. Voilà. Merci beaucoup. Et merci à vous de prendre sur votre temps et nous apprécions votre présence. Alors, on a préféré faire cette intervention sous forme plutôt d'interview parce que la priorité aujourd'hui est donnée à notre client Orange. Bon, ce ne serait pas forcément très intéressant que nous parlions pendant 30 minutes des outils et de comment nous sommes très bons et les meilleurs et ce genre de choses. Donc, l'idée, c'est de vraiment, pour vous, pouvoir peut-être retirer quelques informations clés parmi les échanges qui vont avoir lieu, dans la mesure où le groupe Orange, bien que ce soit un groupe de nature et d'envergure internationale, a été confronté à certaines décisions concernant l'administration et la gestion de la formation digitale dans ses activités. Alors j'ai à mes côtés Marie Jaguin, que je vais laisser se présenter, ce sera beaucoup plus pratique. Et ensuite, je vais lui poser quelques questions sur la manière dont les choses se sont passées ces dernières années pour sa division chez Orange et comment ils en sont venus en fait à internaliser cette production de digital learning et avoir aussi ses réactions. Marie, c'est à toi. Est-ce que tu pourrais par exemple te présenter brièvement et nous dire d'où tu viens et ton parcours? Okay. Bonjour, ça marche bien. Bonjour à tous, donc je m'appelle Marie, je travaille chez Orange. Très rapidement, je suis arrivée chez Orange, j'avais 20 ans, aujourd'hui j'en ai 40, ça fait 20 ans. J'ai commencé sur les plateaux téléphoniques en prise d'appel. Ensuite, j'ai fait 5 ans de formation, donc j'ai animé des formations. Ensuite, j'ai voulu concevoir les dispositifs de formation. Donc pendant 6 ans, j'ai conçu des dispositifs de formation. Et après, j'ai voulu m'orienter sur tout ce qui est graphisme, multimédia, etc. Donc pendant 3 ans, j'ai été designer graphiste multimédia. Et maintenant, ça fait 1 an que je suis chef de projet innovation. Ok, merci beaucoup. Alors en 2018, de ce que j'ai compris, il y a eu une nouvelle orientation qui a été donnée aux activités de formation digitale dans l'entreprise quant à la façon de produire du contenu. Quelle a été l'analyse sous-jacente à ceci? Quels en ont été les constats et quelles ont été aussi les décisions qui ont découlé de ces constats? Alors moi, je suis arrivée donc en octobre 2018 côté entreprise, parce que chez Orange, il y a plusieurs filiales. Et l'objectif, c'est de réfléchir au digital learning au sein d'Orange. Avant, on faisait des formations, ça durait une journée, plusieurs heures, ou quand les seuls e-learning qu'on faisait, c'était des gros e-learning de 30 minutes, et finalement, pour l'apprenant, c'est pas digeste, ça donne pas envie, c'est moche, etc. Donc on s'est posé, on s'est dit comment on peut faire pour donner envie à l'apprenant et également à nos concepteurs en interne qui prennent plaisir à concevoir. Donc on a regardé qu'est-ce qu'attend l'apprenant aujourd'hui. Donc l'apprenant aujourd'hui, il veut quelque chose qui soit fun, ludique, qui donne envie, qui soit rapide de consommation, etc., etc. Ensuite, il y avait un deuxième enjeu sur le e-learning. On n'avait pas les compétences en interne, donc on externalisait. À chaque fois qu'on faisait un e-learning, on externalisait, et ça avait un coût. Et on se rend compte finalement que tous les e-learning qu'on va proposer, c'est pas justifié à chaque fois de faire un truc super beau, super chiadé, qui coûte énormément. Parce qu'il y a des dispositifs qui sont éphémères. Par exemple, sur les périodes commerciales, on va sortir un e-learning, il va avoir une durée de vie de 6 semaines, et puis dans 6 semaines, ça va être autre chose, la nouveauté. Donc pourquoi donner autant d'investissement en temps et en argent sur un e-learning qui finalement va être éphémère? Donc il y a plusieurs comme ça de niveaux de e-learning. Il y a des e-learning, ça va être le drapeau un peu de la direction, le phare qui va être déployé sur une longue durée, sur beaucoup d'apprenants, où là, on va se donner les moyens pour que ça soit beau, etc., au top. Et des e-learning qui seront moins vus, moins d'impact, etc., où là, on va se poser la question de l'internaliser. Okay. Alors, à un moment donné, vous êtes donc passé du pilotage de
prestataires à l'extérieur, à l'internalisation de la production de contenu. Est-ce que par exemple tu as eu besoin de déployer une méthode de conduite du changement pour en arriver là? Et aussi, comment est-ce que cette évolution a-t-elle été vécue en interne? Oui. Alors quand on s'est dit, ok, on a constaté que finalement il y avait deux types de production. Il y avait des productions high level, le gros drapeau, où là on va se donner les moyens. Des productions qui vont être un peu moins, plus éphémères, où on va peut-être moins s'investir. On a fait une photo des compétences qu'on avait. Aujourd'hui, chez Orange, dans ma direction, il y a 31 concepteurs. Donc tout ce qui est animation présentielle, monter un dispositif en présentiel, ça c'est maîtrisé, c'est quelque chose qu'on fait depuis des années, donc guide d'animation, etc., ça va. Concevoir du digital, c'est différent. On ne va pas concevoir un dispositif digital comme on écrit un présentiel. Quand on écrit un présentiel, on peut s'appuyer sur le formateur. On sait que le formateur est là, il va pouvoir donner du sens et réorienter les apprenants si nécessaire. Quand c'est du digital, là l'apprenant est tout seul. Donc l'écriture va être différente, la pédagogie va être différente. Et c'est là où il a fallu muscler les concepteurs. Et du coup, ce qu'on a fait, on a mis en place un parcours de formation. On s'est fait aider de prestataires externes. On a pris toutes les briques, donc bien analyser la demande, bien écrire un sino pour du digital, bien écrire un storyboard pour du digital et la partie production en interne, quel outil et comment je produis. Donc ce qu'il a fallu faire, c'est identifier sur chaque concepteur ce qu'il leur fallait comme formation complémentaire, monter un dispositif blended et bien granularisé pour que chaque concepteur, selon son besoin, choisit tel ou tel granule pour qu'à la fin, tout le monde ait les mêmes niveaux de compétences. Et sur la partie production, choisir quel outil auteur correspond le plus à mes besoins, à mes apprenants, à mes concepteurs, tester plusieurs outils, faire un choix et après former les concepteurs. Ok, est-ce que tu as dû gérer des résistances particulières dans cette conduite du changement? Alors, oui, bien sûr, ils n'ont pas tout dit. Ils n'ont pas tous dit oui, c'est super, demain je vais tout faire tout seul, c'est magnifique. Non, c'est pas ça la vie. Il y en a qui ont de l'appétence au digital, donc ils sont très contents de pouvoir produire tout seul. D'autres qui étaient plus dans la gestion de projet, dans le pilotage de prestataires. Là, il a fallu changer de posture. Maintenant, c'est eux qui font. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est appuyé des leaders, de ceux qui ont envie. On les a mis en avant. On a créé ce qu'on appelle des boosters digitaux. Donc on va s'appuyer sur eux pour faire monter le reste en compétences. On crée des ateliers de partage. Voilà, on essaie de mettre plein de petites actions pour entraîner tout le monde. Mais vraiment, non, mais en toute sincérité, aujourd'hui, j'ai pas de résistance. Au début, c'était nouveau, donc comme c'est de l'inconnu, donc tout le monde a un peu peur de l'inconnu. Aujourd'hui, 1 an après, la stratégie, elle est posée. Ils ont une boîte à outils qui est convenable, qui sera toujours à améliorer, mais aujourd'hui, elle répond à leurs attentes. On a posé aussi des KPI digitaux, parce qu'on a eu toute l'année 2019 pour réfléchir à comment on allait y aller. Et là, cette année, on y va. Donc, on a posé des KPI digitaux, c'est clair, c'est net. Et aujourd'hui, franchement, ça se passe bien. Ça se passe bien. D'accord. Ok, ben ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'effectivement on peut quelquefois rencontrer des résistances, principalement si vous avez déjà expérimenté ceci, lorsque on a des formateurs qui sont plutôt typés présentiels et auxquels on demande de produire du contenu digital, qui quelquefois se posent la question si on ne va pas un petit peu leur piquer leur métier. Bon, là en l'occurrence, ça s'est passé différemment. Alors pour les formateurs, oui. Les formateurs, ils nous ont dit « Ah là, ils nous font encore de plus en plus de e-learning, mais moi, qu'est-ce que je deviens dans tout ça ?» Alors, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils déployaient les e-learning en présentiel. Ce n'était pas trop l'objectif. Et aujourd'hui, on réfléchit justement aux formateurs de demain. Qu'est-ce qu'on attend du formateur ? C'est fini, hein, la formation de 2 heures où c'est le formateur qui sait tout, il déroule son speech et puis c'est terminé. Voilà, ce qu'on va attendre du formateur, c'est vraiment le facilitateur, c'est animer des ateliers de pair à pair, c'est favoriser le partage, parce que quand on arrive en formation, on a tous des compétences, on a tous des connaissances, et c'est intéressant de pouvoir les partager. Et aujourd'hui, c'est ce que demandent les apprenants, et c'est même ce que demandent les concepteurs, c'est de pouvoir partager entre eux les bonnes pratiques, échanger, etc. Donc on réfléchit au formateur de demain, comment l'accompagner aussi dans le changement de sa posture. Et vraiment, demain, ce qu'on attend du formateur, c'est qu'il facilite. Et le présentiel, on aura toujours, parce qu'aujourd'hui, chez Orange, on a plus de 60%, c'est du présentiel. Hein. L'objectif, c'est pas de tout digitaliser, parce que tout rentre pas dans du digital, on est bien d'accord. Selon l'objectif pédagogique que vous voulez atteindre, vous faites soit un e-learning, soit du présentiel. Tout ce qui est mise en pratique, ça restera du présentiel. Par contre, tout ce qui est connaissance simple, je prends un exemple, on sort une offre, l'offre Tulip. Tout ce qui est les caractéristiques de l'offre Tulip, je peux les apprendre tout seul sur un petit e-learning.
Et par contre, je vais en formation, et là, mon formateur, il va se concentrer sur la mise en pratique, comment la vendre, etc. Et même pour le formateur, c'est plus intéressant d'animer des ateliers de mise en pratique, de faire participer les apprenants, plutôt que de dérouler des sacs, des caractéristiques d'offres. Et du coup, voilà, l'objectif d'aujourd'hui, c'est de proposer aux apprenants vraiment des dispositifs blended, avec différentes modalités. On va commencer avec un e-learning sur du contexte ou des caractéristiques. Après, pourquoi pas une classe virtuelle où je peux partager avec mes pairs, avec le formateur. Après, il y aura un atelier en présentiel. Derrière, un e-learning pour bien reboucler les connaissances. Voilà, c'est vraiment ça qu'on essaye de faire. Granulariser, proposer des modalités qui correspondent exactement à l'objectif pédagogique que je veux atteindre. Et c'est ce qu'attendent des apprenants aujourd'hui. Même nous-mêmes, c'est ce qu'on attend quand on va en formation. Ok, donc de ce que je comprends, de ce que tu dis, en fait, finalement, la formation digitale, elle va valoriser le présentiel. Oui, le digital est au service du présentiel. Le digital, il n'est pas là pour manger le présentiel ou le faire disparaître. Il est là pour le rendre plus efficient, plus intéressant pour nos apprenants. C'est vraiment le digital au service du présentiel. C'est ça le message. D'accord, on est d'accord qu'on ne peut pas tout transformer à un moment donné, on ne peut pas transformer l'intégralité de formation présentielle en digital, il faut faire des choix. Aujourd'hui, chez Orange, on a, 64% c'est du présentiel. Mais par contre, ce qu'on essaie de faire dans le présentiel, c'est de rajouter du digital. C'est ça qu'on essaie de faire aussi, pour le rendre plus intéressant, plus interactif. Par exemple, j'ai vu tout à l'heure, il y avait Klaxoon. Voilà, c'est des outils comme ça qu'on souhaite pousser en présentiel. Ok. Alors, tu parlais tout à l'heure de certains éléments moteurs. Pourquoi est-ce que c'est important de localiser ces gens-là? Qu'est-ce qui peut se passer si on essaie de mettre un petit peu tout le monde dans le même sac à un moment donné et au niveau de l'implication? Après, on est tous différents. L'objectif, c'est de prendre plaisir dans son travail. Donc ceux qui ont plus d'appétence au digital, c'est de les faire évoluer, de profiter de leurs compétences et de leur envie pour que les autres... tout ça, c'est aussi du partage entre pairs, finalement. Voilà, il y en a un qui est un peu plus digital, l'autre un peu plus présentiel. À eux deux, ils vont faire un truc super. Et après, on est tous différents. Voilà, c'est de pouvoir travailler ce qu'on a envie, bien sûr dans un objectif tous commun, mais de s'appuyer sur les différentes compétences de chacun. Ok, très bien. Une fois que l'équipe a été établie, quels ont été pour toi les critères déterminants dans le choix des outils de conception justement de ces modules digitaux? Alors quand on s'est dit on va internaliser, donc on s'est posé, on s'est dit ok, de quoi avons-nous besoin? Donc vous avez vu, il y a plein d'outils auteurs sur le digital. C'est vraiment, il y en a de plus en plus, il y en a partout, on ne sait même plus où aller. Nous, on a fait le choix de travailler avec Distrisoft. La suite Articulate, elle est intéressante. Il y a plusieurs outils auteurs à l'intérieur. Je vais parler de deux. Il y a le Storyline et Rise. Ce qui est intéressant dans ces deux outils, c'est que Storyline, c'est pour faire un e-learning un peu sur mesure. Voilà, je vais prendre du temps pour le faire, ça va me prendre un peu plus de temps, mais c'est assez libre et je vais pouvoir créer du sur-mesure, un peu de la dentelle. Rise, c'est plus du consommable, je produis rapidement. Voilà, c'est gabarisé, c'est vraiment très bien fait. Enfin, moi, mes concepteurs chez Orange, ils adorent travailler dessus. Tout est bien gabarisé. Sur mobile, c'est excellent, la vision mobile, elle est même mieux que sur PC. Et c'est facile de production. Et en fait, c'est pas évident, parce que même les concepteurs me disent « Attends, Marie, ne nous donne pas trop d'outils ». C'est vrai. Mais chaque outil répond à une demande. Et dans la suite Articulate, vous avez le Storyline qui permet de faire un truc un peu chiadé, un peu sur mesure. Bon, ça ne remplacera pas un prestataire, on est bien d'accord, mais ça sera quand même convenable. Et voilà, je veux faire un truc un peu rapide, clé en main, caractéristiques d'offre, un contexte, un truc rapide, je prends du Rise. Après, il y a aussi tout ce qui est tuto. Quand vous avez des outils, par exemple, il y a une évolution d'outils, il faut monter un petit tuto pour les apprenants, pour les nouvelles fonctionnalités. Pareil, dans la suite Articulate, il y a Pick et Replay, c'est plutôt pas mal. C'est bien, c'est bien. Et après, il y en a un petit dernier qui vient d'arriver, c'est Vyond, qui permet de faire des petites animatiques. Et ça, ils sont très friands, les concepteurs. C'est vrai que quand je suis arrivée il y a un an, il y en avait 2-3 qui étaient assez appétents à tout ce qui était animatique. Ah, Marie, on va faire des petites animatiques, des petits dessins animés, des petits bonhommes qui se déplacent. Et là, Vyond est arrivé, et c'est vrai que c'est un carton. Là, ils veulent tous aller en formation, ils veulent tous une licence. Et c'est vrai que c'est sympa pour l'apprenant final. Déjà, ce qui est intéressant, c'est que déjà, les concepteurs, ils prennent plaisir à concevoir. Et ça, pour moi, c'est un de mes objectifs, qu'ils prennent plaisir. Et l'apprenant, quand il reçoit le dispositif, c'est aussi fun. Il y a un petit bonhomme, ça bouge, voilà, c'est fun, c'est ludique, il y a des belles images, etc. Et donc aujourd'hui, chez Orange, je parle pour côté entreprise, ça correspond à nos besoins et à nos attentes.
C'est pour ça qu'on est parti là-dessus. Ok, en tout cas, merci pour la confiance. Donc, ce qui veut dire que dans ta boîte à outils, il y a, on peut parler véritablement de boîte à outils. Oui. En fait, hein. En fait, tu vas puiser les fonctionnalités en fonction des situations de production que tu rencontres. Dans la boîte à outils, il y a plusieurs choses. Il y a la partie production, donc l'outil dont on vient de parler. Et après, il y a toute la phase en amont. C'est comment j'écris mon dispositif, comment je le conçois. Et donc là, on a mis en place des gabarits de cahier des charges, un gabarit de synopsis, un gabarit de storyboard. On a créé aussi un pôle design pour les aider à avoir des visuels sympas, etc. Voilà, donc ils ont un pôle avec graphistes et des vidéastes qui leur permettent de faire des vidéos toujours en interne. Ok. Quel retour est-ce que tu as des apprenants justement par rapport à ces outils? Comment est-ce que c'est perçu? Puisque au départ, ils n'étaient pas forcément familiarisés avec ces derniers. Oui, alors... donc quand je suis arrivée, on externalisait beaucoup. Et on avait un NPS à un petit peu moins de 30, il me semble. Et quand on a NPS, pardon? Le Net Protect Score. Et en fait, quand on a regardé les chiffres en fin d'année, eh ben, le NPS, aujourd'hui, il est à 33. Donc on peut se dire, ah, c'est marrant, on a internalisé, et finalement, le NPS est meilleur que quand on passait par de l'externe. Bon. Après, je pense que le fait que ça soit des concepteurs d'Orange qui conçoivent eux-mêmes les dispositifs, ils sont imprégnés Orange. Donc l'écriture, elle va être plus fluide et elle va peut-être... Après, c'est juste ma lecture. Hein. L'apprenant en face, quand il reçoit l'e-learning, il voit que c'est Orange, que voilà, il y a l'empreinte Orange, il y a le jargon Orange, le vocabulaire Orange, etc. Et la couleur. Et c'est peut-être pour ça que quand ils regardent les dispositifs qu'on fait sur RISE, etc., ça correspond certainement plus à leurs attentes et à leurs besoins. Quand on travaille avec un prestataire, c'est super aussi, hein, mais il faut prendre le temps de le briefer. Il n'est pas forcément au fait de notre culture interne, de ce qu'attendent nos apprenants, de ce qui marche, de ce qui ne marche pas, etc. Donc ça prend plus de temps. Voilà, aujourd'hui, un an après, le NPS augmente. D'accord. Donc finalement, qu'est-ce qui a produit ça? Qu'est-ce qui a changé au niveau des apprenants, d'après toi? Bah déjà, on arrive à leur proposer des dispositifs qui correspondent plus à leurs attentes. C'est fini les gros e-learning de 30 minutes, un gros chapitre, et puis quand on n'a pas tout fini, il faut tout recommencer depuis le début, c'est un enfer. Là, on va granulariser au maximum, lui permettre de le faire aussi dans le sens qu'il veut, ne pas lui imposer de faire 1, 2, 3, 4, 5. Peut-être que lui, le 1, 2, 3, il connaît déjà, il veut peut-être que le 4. Voilà, c'est de laisser acteur de sa montée en compétences aussi. C'est ça aussi, tout ça. C'est de laisser acteur de la montée en compétences, lui proposer vraiment du... Il faut que ça donne envie visuellement, il faut que l'écriture elle soit simple sur le digital, il faut éviter les gros pavés, tout ça. Mais tout ça, on a un bon dispositif de formation qui leur explique tout ça. Ok. Tu parlais tout à l'heure d'un certain indicateur. Est-ce qu'il y a d'autres types d'indicateurs qui sont prévus, qui vont vous permettre vraiment d'évaluer si finalement le ROI de cette décision? Alors aujourd'hui, on a le NPS apprenant. Je sais qu'on a des objectifs... KPI digitaux en interne. Non mais là c'est focus, là, en 2020 c'est le focus NPS apprenant, c'est ça l'objectif. Ok, d'accord. Et après on a mis des KPI digitaux, par exemple il faut que 100% des concepteurs produisent du digital. Ça c'est un objectif pour embarquer tout le monde. On a aussi la partie donner envie avec création de teasers. Donc pour chaque dispositif de formation, il faut qu'il soit... qu'on arrive à marketer notre offre. C'est ça en fait l'objectif, c'est de marketer le dispositif de formation, donner envie aux apprenants de s'inscrire et de venir. Donc c'est créer des vidéos clés en main. Pareil, il y a plein d'outils auteurs qui permettent de faire ça à la maison, entre guillemets. Et voilà, on a toute une stratégie autour de ça. Donner envie à l'apprenant, que tout le monde conçoive. Et voilà. Ok, très bien. Quel conseil est-ce que tu pourrais donner à d'éventuels homologues qui seraient dans la salle pour être vraiment en mesure de réussir cette transition? C'est vraiment donner du sens. Les concepteurs, on leur a vraiment expliqué toute l'histoire. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on décide d'internaliser? Voilà, vraiment leur donner du sens, leur expliquer déjà aujourd'hui c'est quoi l'apprentissage, comment on apprend. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'attend l'apprenant? Voilà, donc on a des chapitres comme ça qui donnent un peu le contexte. Et aussi les écouter. Moi, je sais que les outils, c'est pas moi qui ai choisi, c'est eux. Moi, je suis en veille, je regarde ce qui se passe, je leur propose. Ils testent, et après, c'est eux qui me disent « Marie, c'est ça qu'on veut ». Donc voilà, c'est leur donner la parole, leur donner... c'est eux qui construisent leur boîte à outils, c'est pour eux. Moi, je leur propose, et après, c'est eux qui décident.
C'est de les embarquer, de leur donner du sens et les laisser aussi... leur laisser la parole. Et c'est eux qui conçoivent, donc c'est eux qui décident de l'outil. Ok, très bien. Alors, merci vraiment pour toutes ces informations. Peut-être y aurait-il quelques questions dans la salle? Oui? Alors, oui, on va faire promener un micro et la personne qui va avec. Et présentez-vous comme ça permet de savoir de quel point de vue vous intervenez. Bonjour, du coup Aïché, je travaille dans les laboratoires Servier comme concepteur multimédia. Moi j'avais juste une question, vous dites que vous avez 31 concepteurs, est-ce que vous parlez de ceux qui storyboardent jusqu'à la vidéo, enfin jusqu'au contenu multimédia, ou vous ne parlez que des concepteurs multimédia justement, donc concepteurs e-learning? Ils font tout, c'est des ingénieurs pédagogiques, ils sont en capacité de produire du présentiel ou du e-learning. Donc ils écrivent et ils produisent? Ils écrivent et ils produisent. De la commande, donc de l'analyse du besoin, écriture du sino, storyboard, production, livraison. D'accord, merci. Une autre question? En attendant d'autres questions, moi j'en ai une. Qu'est-ce que vous faites de la dimension du social learning? Est-ce que c'est quelque chose que vous intégrez aussi dans les dispositifs, en plus de la production des ressources? Et comment est-ce que vous sensibilisez vos concepteurs à cette dimension? Comment vous l'intégrez dans les ressources? Et comment vous l'animez? Ça, c'est le gros sujet d'actualité. On va y aller, on réfléchit, mais c'est vrai que c'est un des axes de 2020, le social learning. Ouais. Des questions? Il y en a forcément. Là, il y a d'autres concepteurs ou responsables d'organismes de formation, de services de formation qui peuvent être intéressés. Mais là, vous avez accès directement au retour d'expérience. Ok, mais ça veut dire qu'on va finir dans les temps. Eh bien, bravo. Ça va être super pour les suivants. Merci beaucoup, c'était très concret et très pratique. Merci de votre écoute. Merci beaucoup.